pouvoir démarrer. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc un dernier conseil municipal avant les vacances. Donc on n'a pas beaucoup de points à voir, mais voilà, c'était important, il fallait qu'on avance notamment sur le dossier. Donc je vais faire l'appel. Donc Joël Allier, Marie-Nicole, ok, Bertrand Settel, Tiffany Fillon, Christophe Chemin, donc absent. Il a donné un pouvoir à Joël Allier. Après, Dominique Balzano, donc c'est bon, t'es là. Dominique Bourdier de Borgard, ok. Marie-Pierre Alizé, absente. Donc on n'a pas de pouvoir. Élie Chevron, absente. Un pouvoir. Marie-Nicole. Eva Giroux, absente, elle m'a donné son pouvoir. Elsa Chollet, absente, elle n'a pas de pouvoir. Pierre-Emmanuel Besacier, donc absent, il a donné un pouvoir à Bertrand. Mathilde Chandon, présente. Magali Jus, ok. Damien Thierry aussi. Aurélie Jeannette, donc absente. Cyril Laval, est là. Et Julie Monnier, peut-être aussi. Donc je constate que le quorum est atteint et je déclare la séance ouverte. Et je vous donne la lecture de l'ordre du jour. Donc en affaires générales, on a l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 13 juin 2022. En bâtiment public, on a le choix de l'architecte pour la mission de maîtrise d'œuvre de restauration des baies d'église. Pour la finance, donc demande d'autorisation de délégation de signature à Monsieur le maire pour toute demande de subvention et de documents y afférents dans le cadre de la restauration des baies de l'église. On a aussi une demande d'admission en non-valeur de produits irrécouvrables. L'urbanisme, revalorisation du coût de la taxe d'aménagement au lieu des Besson. On avait déjà abordé le sujet la dernière fois. Donc on l'a mis à l'ordre du jour. Et ensuite, information diverses. Donc le secrétaire de séance sera Cyril Laval aujourd'hui. C'est bon? Donc pour les votes, il y a une nouvelle réglementation. Donc on doit notifier donc, quand il y a une abstention ou un vote contre, on donne sur le procès verbal, ça sera marqué le nom de la personne qui aura. Comment elle aurait donné son vote. Voilà. On met uniquement les votes, on va nominer pour chacun son vote. Alors, approbation du procès verbal du Conseil municipal du 13 juin 2022. Donc, je vous soumets au vote, savoir déjà s'il y a des commentaires. Juste un commentaire dans des propos qui m'avaient été traité quand on a parlé du problème des câblages dans les bois. Je ne sais pas du tout parce que. Voilà. Je lui ai dit que j'étais intervenu pour dire que j'avais suivi le groupe de travail avec M. Anthony pour le projet éolien de Noé. Les communes ont été sollicitées, elles ont été majoritairement favorables à la majorité. Ambière était contre. Alors, Ambière n'était pas contre. Nous, on avait pris position contre. Donc, Ambière était favorable au niveau de la majorité de la délibération, donc Ambière était contre. D'autres, donc, vous avez envie d'intervenir sur d'autres propos, d'autres sujets? Non? Bon, je vais mettre au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Unanimité, tout ça. Vous n'avez pas entendu les noms. Donc ça fait ça. Alors, choix de l'architecte pour la mission de maîtrise d'œuvre et restauration des baies de l'église. Je vais vous laisser la parole, Joël. Donc,
Un appel d'offres public a été lancé par la commune le 23 mai 2022. 3 équipes ont candidaté. Une phase de négociation technique et financière s'est déroulée début juillet. Les offres définitives des 3 candidats sont parvenues à la mairie le lundi 18 juillet. En regard des critères de sélection établis au règlement des consultations, Stéphanie Canas de l'atelier Ichine, assistant maître d'ouvrage de la commune pour cette opération, a établi la proposition de classement suivante. En première position, avec une note globale de 92 sur 100, le groupement AA Architecture, cabinet Philippe Pinchin. Seconde position, avec une note globale de 90,87 sur 100, le groupement Architecture et Héritage, cabinet Asselin. Troisième position, avec une note globale de 79,52 sur 100, le groupement Alep d'Equess. Compte tenu des éléments transmis par chaque équipe et au regard de l'analyse détaillée menée par les élus en charge du dossier du prieuré, il est proposé de choisir AA Architecture, le groupement classé en première position, pour réaliser la maîtrise d'œuvre de restauration des vitraux classés du prieuré. Peut-être expliquer comment ça s'est déroulé. Oui, alors donc, il y a eu donc, un cahier des charges qui avait été rédigé dans un premier temps avec Mme Canas, assistant sur la maîtrise d'ouvrage. Il était demandé aux candidats de répondre à plusieurs exigences. Je vous les rappelle, présenter une phase d'étude pendant laquelle le retable sera sécurisé, un panneau de test sera déposé et réalisé pour pouvoir choisir le protocole de restauration. Présenter une offre pour la première phase de travaux en tranche ferme et la deuxième phase en tranche optionnelle. Ces 2 phases correspondent à la restauration de tous les vitraux du chœur. Respecter un calendrier d'études et de chantier. Intégrer les discussions avec la MAC, voire le laboratoire de recherche sur les monuments historiques. Et enfin, assurer la sécurité et l'accueil du public. Donc, ce cahier des charges a été déposé sur la plateforme le 23 mai 2022. 3 candidats se sont manifestés. Je les ai cités, je les rappelle. Donc, le premier AA, dossier technique, candidat expérimenté qui a participé aux travaux de la cour claustrale. Vous connaissez donc déjà bien. Descriptif méthodologique était peut-être un peu succinct au niveau technique. Équipe pour la phase de test, alors atelier Thomas Vitraux, en coopération avec l'atelier Murazen, également pour le chapelage, ça serait atelier Arc, restaurant pour le retable, TPLM 3D, relevé vitraux par drone. Et enfin, cabinet Trachant, économiste spécialisé dans le patrimoine. Le prix proposé alors était de 89 388 pour les 2 tranches, soit 10,90% des travaux. Le deuxième, architecture, atelier et héritage, au niveau du dossier technique, donc candidat très expérimenté, beaucoup de soins apportés pour présenter la méthodologie. Équipe pour la phase test, Vitrail Saint-Georges, atelier Vitrail Saint-Georges, en coopération avec Virginie Caparon, restauratrice, atelier Tournillon pour le retable, maçonnerie compte, Sémadrone pour le relevé de vitraux, cabinet Asselin, économiste spécialisé dans le patrimoine. Vous lui proposez alors 89 366,35 € pour les 2 tranches, soit 10,94% des travaux. Enfin, le troisième, candidat Alep, dossier technique, candidat expérimenté, mais qui avait oublié de mentionner le fait qu'il avait déjà travaillé sur les vitraux, qu'il avait réalisé l'étude et le chiffrage des travaux. Le descriptif méthodologique reste succinct, la procédure pour le panneau de test n'est pas évoquée. L'équipe pour la phase test, atelier Thomas Vitraux, en coopération avec l'atelier Muranès, atelier Arc, restaurant pour le retable, Dequels pour l'économiste. Prix 96 337 € pour les 2 tranches, soit 11,75% des travaux. À ce moment-là, le dossier du candidat 2, architecture et héritage, paraissait en tête lors de cette première étape. Donc ont eu lieu les oraux qui nous ont permis de recevoir le mardi 12 juillet les 3 candidats les uns après les autres. Ils disposaient d'1 heure pour répondre à nos questions, compléter effectivement les personnes présentes. Donc il y avait Damien, il y avait Stéphanie Canas, il y avait
Tiffany et moi-même. J'étais absent pour des raisons privées. Et j'ai pas pu malheureusement assister à cet entretien et à ces rendez-vous. Alors, au niveau effectivement des entretiens, les choses ont un peu été bouleversées au niveau de notre perception. Pour le cabinet A, un des associés du cabinet est venu. Il s'agit d'une équipe de 3 personnes, 2 associés et un salarié. L'interlocuteur a mis en avant le fait qu'il connaît bien Ambière et son patrimoine. Il travaillait avec Branche Arédis. Il va gérer lui-même le dossier jusqu'à la fin du chantier. Il se montrait confiant pour travailler avec la DRAC et assez humble. Il a besoin d'avis de spécialistes, notamment pour le retard. Il insiste sur l'importance de la qualité des photos pour la phase d'étude et évoque le travail de maçonnerie pour l'aider. Il propose de réaliser la communication avec le public, explication des travaux, photos pour le retard, conférences. Bilan, ce candidat a été apprécié par l'ensemble du jury et a apporté toutes les réponses aux questions posées. Le candidat 2 reçu à ce moment-là, c'était architecture et héritage. Là, 2 architectes se sont déplacés. Un homme qui semble très expérimenté et une jeune femme qui n'a pas encore terminé ses études. Il s'agit d'un grand cabinet qui travaille plus dans le sud-est de la France. Ils ne connaissent pas notre village. Ils nous ont mis en contact par visio avec 3 des sous-traitants. L'atelier Vitral Saint-Georges et Virginie Caparon qui ont prouvé leur qualification. Il y avait également M. Tournillon en visio, qui s'était déjà déplacé pour voir le retard et envisager sa protection. Il a d'ailleurs proposé de profiter du déplacement de celui-ci pour restaurer le bâti du retard. Le RAL a été utilisé comme une séance de présentation et nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour poser des questions. La personne qui sera chargée du dossier et du suivi du chantier est la jeune femme qui était présente, mais elle n'a pas du tout parlé pendant toute la séance. Le travail de maçonnerie BV n'a pas été évoqué. Enfin, il propose une conférence pour la communication avec le public. Le bilan qu'on a pu en tirer, c'est qu'il apparaissait que c'était plus une prestation qu'un oral. La personne qui a parlé ne sera pas notre interlocuteur, ce qui est assez décevant. Peu de réponses claires aux questions. Enfin, le troisième, le cabinet Alep. Le gérant du cabinet s'est déplacé, il semble que le dossier sera suivi par 2 personnes. Il connaît Ambière et ses vitraux, il avait fait l'étude préalable de travaux. Il a mis en avant le fait qu'il souhaitait que son cabinet poursuive le travail déjà commencé. Il ne connaît pas le conservateur de la DRAC de Clermont et présente la collaboration avec la DRAC comme une étape difficile et contraignante. Il semble très confiant pour abriter le retard, mais n'évoque pas plusieurs possibilités. Il tient en revanche à ce que le relevé des vitraux se fasse avec des orthophotos et non un drone qu'il trouve trop instable. Il insiste particulièrement sur la maçonnerie des baies et l'importance de ventilation. Il propose des structures métalliques pour éviter les intrusions sur le chantier, et envisage de mettre des panneaux pour avertir et informer le public. Bilan, le candidat a présenté une certaine nonchalance et n'a réellement montré sa motivation que dans les 5 dernières minutes de l'oral. Des documents complémentaires avaient été demandés au candidat suite à ces oraux. Donc au niveau des prix, le cabinet A est passé de 89 388 à 87 700. Architecture et héritage de 89 366,35 est passé à 89 726,35. Enfin, le cabinet Alep est resté égal à 96 337. Il ajoute que le cabinet Alep ajoute également le sous-traitant Géocali pour les relevés des vitraux qui manquaient dans sa proposition initiale, ainsi que la procédure pour le panneau de test. Donc, en conclusion et en concertation avec Mme Calmas, AMO, les 3 élus présents pour les oraux et Pascal Musa, nous proposons de retenir le candidat numéro 1, A. Ok. Ok. Il y a des questions, des réflexions? Donc si c'était nonchalant, finalement, il était convaincant. Non, c'était pas convaincant. Il était pas convaincant, mais... Le troisième qui était nonchalant. Alep, qui avait déjà travaillé. Il y a eu le sentiment qu'il arrivait un peu en pays conquis peut-être, et puis d'une manière un peu fataliste. En gros, il nous a décrit une fin de carrière
une fin de carrière qui viendrait marquée par un point d'autre, qui serait de pouvoir nommer un chantier de A jusqu'à Z, les travaux préliminaires qui doivent être faits pour une étude préalable, jusqu'à terme. Développement aujourd'hui, un métier soit subventionné à des déclics tout au long effectivement d'un chantier. On fait une partie, on fait pas l'autre, etc. Il a présenté un peu ça comme ça, et c'est vrai que pendant toute la prestation, il y avait une sorte de légèreté. Moi, c'était pas convaincant. Pendant la tête, je compris, je pense que c'était assez surprenant. Ce qu'on peut rajouter peut-être, Joël, c'est qu'en fait, ce travail a été fait en relation avec la DRAC, en fait, avec M. Taillefer, donc qui a reçu aussi donc, les documents des 3 candidats, et qui a en fait qui valide. Donc là, on a reçu dernièrement un dernier mail parce qu'il avait des questions, il se posait des questions au niveau du maître verrier par rapport au diplôme et tout ça, donc on a vérifié et tout est conforme. Donc voilà, c'est aussi le travail se fait aussi en association avec la DRAC. Alors, on a une tranche ferme et une tranche optionnelle. On a choisi cela parce que lors des demandes de subvention initiales qui remontent à 2 ans, le conseil départemental avait répondu favorablement en indiquant une somme jusqu'à utilisable, disons, jusqu'à fin 2024 pour 120 000 € pour les 2 premières tranches. On a demandé une dérogation d'1 an supplémentaire au conseil départemental jusqu'à fin 2025 pour être sûr de pouvoir au moins maintenir le cap des 2 premières tranches sans avoir de surprise. Le conseil départemental a répondu favorablement à ça. Donc on a cette subvention qui est garantie pour les 2 premières tranches. Donc on a fait un peu un lot. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions, des précisions à apporter? Non. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ce choix? Des abstentions? Ok, merci beaucoup. Adopté. Donc, AA architecture. On va passer au point 3. Donc, demande d'autorisation d'une délégation de signature à M. le maire pour toute demande de subvention et des documents y afférents dans le cadre de la restauration des baies de l'église. Donc, suite à la délibération de tout à l'heure, pour la mise en œuvre de la restauration des vitraux classés du prieuré, M. le maire doit solliciter toute participation financière potentielle, en particulier toute subvention, y compris le Fonds européen de développement régional, FEDER, les fonds sociaux européens, FSE, ou tout autre fonds européen auprès des partenaires concernés, ainsi que les subventions éventuelles auprès de l'État, notamment de la Direction régionale de l'affaires culturelles, Conservation régionale des monuments historiques, auprès d'autres partenaires institutionnels tels que la région, le département de la Loire ou tout autre organisme à identifier. À cet effet, il doit être autorisé à signer tout document afférent à l'attribution et à l'encaissement des recettes. Concrètement, ça fait partie de la mission de notre AMO, en fait, de nous aider à trouver les financements et de façon à pouvoir aller rapidement et ne pas perdre de temps. Donc, je vous demande cette autorisation de délégation. Voilà. Donc, s'il y a des questions, des réflexions, ça prend forme. Donc, il faut qu'on puisse travailler le plus vite possible maintenant, en respectant bien sûr tout ce qu'il faut. Mais voilà, donc, avec cette délibération, ça permettra de faire tous les papiers nécessaires pour aller chercher ces subventions et ces financements. On passe au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Unanimité pour cette délibération 3. On va passer à la 4. Donc là, c'est une demande d'admission en non-valeur de produits irrécouvrables. On a déjà eu ces délibérations il y a quelques temps. Donc je vous informe j'informe l'Assemblée que la Trésorerie de Roanne a transmis un état de produits communaux présenté au Conseil municipal pour décision d'admission en non-valeur dans le budget de la commune. L'admission en non-valeur est une mesure budgétaire et comptable qui a pour but de faire disparaître les critères de prise en charge du comptable public, les créances irrécouvrables. Le comptable n'a pas pu recouvrer les titres, faute du produit porté sur le document. Il convient donc d'annuler cette recette en demandant l'admission en non-valeur
pour la somme de 56,45 €. C'était une facture qui datait depuis quelques temps. Ça fait déjà plusieurs années. Le comptable n'a jamais pu, recouvrir cette créance. Voilà, des questions particulières. Donc on a déjà eu ça pour des factures de cantine. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Des abstentions? Merci. Donc à l'unanimité également. On va passer au point 5. La revalorisation du coût de la taxe d'aménagement au lieu-dit des décès. Bertrand, je te laisse me présenter. En janvier 2022, le conseil municipal a voté l'augmentation du taux de la taxe d'aménagement sur le secteur marocain et le secteur économique. Pour la vocation économique. La vocation économique. À cette occasion, on a rappelé que le taux sur la commune d'Orbial était de 4%, sauf sur le secteur des Bessons où il était de 1%. Depuis 2014. Voilà. On vous propose aujourd'hui d'harmoniser ce taux de taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire à 4%. Il avait été baissé sur le secteur des Bessons pour permettre l'installation de nouvelles gares. Des questions? Des remarques? Ça permet d'harmoniser en fait tout simplement tous les secteurs. Bon, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Pardon, ok. Des abstentions? Donc à l'unanimité également. Merci. Voilà. Donc on a fini avec les délibérations. On va passer aux informations et après aux questions. Donc en information, je voulais vous présenter un petit peu. Donc on a le conseil communautaire cette semaine. Donc Yves Perrin, qui est adjoint au maire de Renaison, a pris la place comme conseiller communautaire, la place d'Antoine Vermorel-Marquez en fait. Et après, donc suite à cette prise le fait qu'il était conseiller communautaire, donc on l'a voté pour l'élection pour la vice-présidence tourisme. Donc il s'est proposé comme candidat et il a été élu. C'était le seul candidat, donc comme ça, il n'y avait pas de soucis. Voilà, donc en même temps, donc, il remplace Antoine Vermorel-Marquez pour beaucoup de comment tu dis? De commission, enfin de représentation pour l'aglo, notamment donc il va être aussi maintenant le représentant de l'aglo pour l'office du tourisme intercommunautaire Rouennais Tourisme en fait. Donc après il y a aussi comité de gouvernance et développement touristique du port, association canal de Roanne, etc., etc. Donc il y a pas mal de postes. Et en fait, il s'est proposé aussi d'être représentant de Roanne Agglomération pour le syndicat mixte des Monts d'Amadène, à partir du moment où Antoine Vermorel était au syndicat mixte des Monts d'Amadène. Donc Antoine Vermorel était le président en fait. Donc là, dans le calendrier un petit peu, ça a été un petit peu... M. Vermorel-Marquez, quand il a démissionné au niveau de la préfecture, il n'a pas anticipé donc, le changement, notamment au niveau du syndicat mixte des Monts d'Amadène, et on avait des délais à respecter par rapport d'avoir un président rapidement, et donc on a été obligé, j'ai eu aussi le comité du syndicat mixte cette semaine, on a été obligé d'élire un nouveau président sans pouvoir attendre concrètement que Antoine Vermorel soit remplacé. Et au niveau de Vichico, il y a aussi des représentants qui vont changer. Donc, mais c'est vrai qu'il aurait été peut-être mieux d'attendre que tous les représentants de tous les intercos soient présents pour élire le nouveau président. Mais dans les statuts, on était vraiment coincés. Donc du coup, l'élection s'est faite, c'était mardi dernier. Et c'est M. Vincent Gilly de Saint-Nicolas-des-Liés qui a été élu président. Voilà. Donc maintenant, il est président. Concrètement, on va voir comment ça va évoluer. Mais dans les statuts, il est président. M. Yves Perrin, et de nouveau, lui remplace M. Antoine Vermorel en tant que représentant de Roanne Agglomération. Après, il y a un poste de vice-président
de vice-président aussi, c'était une dame. Donc c'était Pascal Mona qui est à Saint-Marcel-d'Urfé et qui veut laisser son poste de vice-présidence du tourisme du syndicat Nice parce qu'elle a trop de charges. Donc à la rentrée septembre, on aura d'autres élections par rapport à cette vice-présidence. Et moi concrètement, donc j'ai rappelé, j'avais posté aussi pour être candidat, pour être aussi titulaire au niveau du syndicat mixte des Monts de la Madeleine, parce que jusqu'à maintenant j'étais suppléant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 8 titulaires et 4 suppléants au niveau du syndicat mixte des Monts de la Madeleine pour Roanne Agglomération. Souvent dans les comités, il y avait beaucoup d'absents dans les titulaires, donc c'est vrai que je pouvais voter en général pour remplacer un titulaire. Les suppléants ne sont pas on n'est pas nominatifs, c'est-à-dire qu'en fait on remplace simplement, on en a 8 titulaires, 4 suppléants, s'il nous manque un titulaire, donc c'est un suppléant qui vote sa place. J'ai fait part donc à l'Assemblée communautaire que je voulais être titulaire. De ce fait, M. Nicolas a demandé, donc M. Devedeux, qui était tutélaire et qui n'était pas souvent présent, a donné sa démission. Donc ça s'est passé pendant le conseil communautaire, de façon à que je puisse être nommé titulaire maintenant, et M. Devedeux sera suppléant. Et donc du coup, on va avoir 2 nouveaux titulaires au niveau du syndicat mixte, donc M. Yves Perrin et moi-même. Voilà, ce que je voulais un peu apporter comme une précision. Au niveau de l'agglo, on a eu aussi une décision assez intéressante et importante, je pense. Donc on a la société coopérative de transport ferroviaire française privée qui s'appelle Railcoop, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc, qui met en place une ligne donc, entre Lyon et Bordeaux. Et donc l'agglo, pour soutenir cette coopérative, elle prend 50 200 € de part sociale. Voilà. Donc on a voté et on a arrêté ce soutien et cette prise de part sociale. Voilà, et en fait on a aussi au niveau de l'agglo, c'est au conseil communautaire, donc acheté des parts, de 50% de parts dans un groupement forestier du Val-Main, qui est juste à côté des Grands Ursins. Pour une valeur de 265 000 €. Voilà. Donc l'agglo, c'était pour une meilleure préservation de l'espace forestier, pour assurer un meilleur bilan carbone, et elle a la volonté d'agrandir son patrimoine forestier. Voilà. C'est par rapport à ce que je viens d'annoncer, s'il y a des réflexions. Les parts sociales dans le Railcoop, ouais. Ça implique quoi s'il y avait du déficit Oui, bien sûr. À partir du moment où on prend un risque, à partir du moment où on prend des parts sociales dans les coopératives, de toute façon. Par contre, il y a déjà énormément de communautés de communes qui ont pris ces départs. Concrètement, ce projet, je crois qu'il est sur les rails, c'est qu'à le dire depuis déjà au moins 3 ou 4 ans. Et l'agglo a attendu suffisamment de temps, tout au moins c'est ce qu'ils nous ont expliqué. C'est vrai qu'on avait eu en conférence des maires déjà dans une présentation de Railcoop il y a déjà 2 ans. Et donc je n'ai pas pris la date de la création de cette coopérative, mais elle date déjà, je pense, au moins 4 ans. Et donc ils ont attendu concrètement de voir le sérieux de cette coopérative avant de prendre des parts sociales. Voilà. Ok. Après, je voulais quand même aborder, profiter de ce conseil communal on a déjà discuté, nous, en fait, en plénière, ou de temps en temps entre nous, par rapport à la vie économique de notre village. Et je profite de ce conseil municipal qui est filmé et où il y aura des comptes rendus pour apporter quand même un petit peu des renseignements sur ce qui se fait au niveau du village par rapport à notre travail. Donc notamment, on va commencer peut-être par l'épicerie quand même, parce que c'est un sujet qui préoccupe quand même beaucoup nos concitoyens. Donc Madame Lacroix, vous avez fait part de sa envie de quitter la région déjà depuis, je pense que c'était en mars, ça fait déjà quelques mois. Elle voulait partir en fait fin juin. Donc elle n'a pas réussi à trouver un repreneur pour son fonds de commerce. Donc on a fait une réunion publique déjà. Donc en bière, les concitoyens sont déjà un petit peu au courant, mais bon, suite à cette réunion publique, on avait un candidat sérieux qui n'a pas pu, son projet n'a pas pu aboutir.
Maintenant, depuis, c'est un petit peu statu quo, c'est-à-dire que Mme Lacroix met en place donc, des annonces, donc elle a mis sur les annonces, disons, professionnelles, mais même sur le Bon Coin. Nous avons alerté aussi M. Ducard, qui s'occupe au niveau de Rouen-Aglo des reprises de commerce. Donc, pour le moment, il n'y a pas trop de propositions. Donc, voilà, ça me permet d'expliquer aussi donc, à nos concitoyens qu'on avait parlé d'une société EPIC déjà un petit peu au niveau plénière. Donc je pense qu'on n'en avait pas trop parlé à la réunion publique, parce qu'on avait vraiment un candidat qui s'était présenté. Donc suite à ce travail pour une réflexion pour une société EPIC, donc on a reçu donc, une avocate qui a déjà travaillé, le maître de la Silva, qui a déjà travaillé sur des dossiers, notamment sur la mise en place de la création d'une société EPIC à Salles-sur-Drôle. Donc on l'a reçu avec Joël, donc on nous a fait part un petit peu du cas d'Ambial. Donc elle va nous faire une proposition de voir concrètement sur quoi on peut aller et si on doit aller sur cette solution EPIC. Donc du coup, il faut qu'on prévoie dès la rentrée d'autres réunions publiques pour essayer d'aborder avec tous les habitants d'Ambial cette solution, parce que j'aimerais bien, et je pense qu'on est tous dans ce cas-là, de ne pas attendre qu'on ait vraiment un souci et que Mme Delacroix ne puisse plus tenir son épicerie, et donc il faut vraiment qu'on anticipe. Donc déjà, pour le moment, elle arrive elle a des problèmes de santé, mais elle arrive à gérer ça de façon satisfaisante. Donc, mais bon, voilà, donc, je pense que c'est un dossier quand même qui est important, et je voulais l'exprimer devant tout le monde, de façon que les habitants d'Ambial sachent bien que c'est un souci aussi pour le conseil municipal et qu'on y travaille. Ensuite, je voulais parler... l'éventualité d'une épicerie associative aussi est envisagée. Oui, notamment avec l'avocate, on a aussi abordé peut-être cette solution qui pourrait être mise en place et comment si elle retrouve des cas, comment ça peut se mettre en place. Et voilà, donc tous les cas de figure peuvent être travaillés. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est que suite à cette réunion publique, on a un groupe de travail qui s'est constitué, qui s'est déjà réuni 2 ou 3 fois, et donc on va recommencer à se voir dès la rentrée pour essayer d'avancer. Et voilà, donc après, ça sera peut-être la solution qu'on trouvera, parce que moi j'aimerais quand même qu'on trouve une solution assez rapidement, demandera peut-être un investissement de la commune pour pérenniser et trouver une solution durable pour cette épicerie dans notre village. Voilà pour l'épicerie. Donc on a quand même la boulangerie également, donc le fonds de commerce de la boulangerie est en vente aussi, et donc c'est pareil, donc, les gens le savent la plupart. Donc ce qui est important, de savoir, c'est que le boulanger veut vendre son fonds de commerce. La propriétaire, elle, ne veut pas beaucoup, jusqu'à maintenant avec lui, dans la relation, il n'arrivait pas à se mettre d'accord pour une réhabilitation un petit peu des locaux, notamment la maison, l'appartement d'habitation. Et alors je ne sais pas si c'est la seule raison, mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles le boulanger préfère partir. Parce que concrètement, au niveau du logement, c'est pas adéquat et ça ne convient pas. Donc, et c'est un élément qui risque d'empêcher la reprise. Voilà, j'allais le dire. Donc, concrètement, lui, suite à cette mise en vente de son fonds de commerce, il a eu donc déjà des visites de repreneurs qui, en fait, à chaque fois, quand ils visitent l'appartement du dessus, le logement, en fait, sont très très déçus de la vétusté de cet appartement. Et comme vient de le dire Bertrand, c'est quand même aussi une raison essentielle qui ne donne pas suite à cet achat de fonds de commerce. Donc, pareil, je pense qu'il va falloir qu'au niveau de la commune, on y réfléchisse fortement et qu'on regarde une solution pour que si on peut avoir un boulanger qui puisse avoir un appartement correct pour y habiter. Donc on a rencontré également la propriétaire. Elle, concrètement, voilà, elle ne veut pas trop réhabiliter, c'est clair. Par contre, elle est prête à vendre les biens. Donc elle est vendeuse pour une valeur de 75 millions. Voilà. Donc ça sera aussi à travailler, à réfléchir à l'automne. L'appartement fait quelle superficie?
Alors là, par contre, je ne peux pas te répondre comme ça. Je regarderai, je vous enverrai un mail pour préciser l'appartement. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, la location pour le moment donc, de l'appartement et du fournil, en fait, c'est 750 € TTC. Donc ce qui est quand même un petit peu cher dans les prix qui se font autour de nous. Notamment le boulanger, il a une proposition sur ma vie à 450 € avec un appartement qui est très correct. Donc nous, 450 €, comment? Nous à l'épicerie, concrètement, on est aussi à ce prix-là, avec un logement aussi tout réhabilité au-dessus. Voilà. Donc voilà, c'est aussi, donc on a quand même un petit souci d'adéquation entre la location, l'état de l'appartement, et bon, il faut vraiment qu'on essaie de trouver une solution par rapport à ça. Dominique ? Si à un moment donné, elle trouve personne pour louer, elle s'est obligée de réactualiser ses prix à la baisse. De sa location, tu veux dire ? Ah oui. Oui, mais ça n'empêchera pas que le souci d'un appartement pas bien, Ouais, mais ou alors il faudra trouver un boulanger qui ira ailleurs. Elle mettra un prix en face d'une prestation. Normalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, je voudrais quand même poser une question plus générale. Est-ce que c'est vraiment à la commune de se substituer ou de prendre le relais à des projets privés? Parce que demain, s'il y a la maison de la presse qui ferme, s'il y a je ne sais quoi, est-ce que c'est la vocation de la commune? Moi, peut-être qu'avant de débattre précisément sur ces points, il faut débattre du point général, qui me semble être ça. Est-ce que c'est le rôle de la commune de le reprendre en main des projets qui sont privés? Là, pour le moment, Dominique, c'est une information de ce qui se passe au village par rapport à ça. Oui. Tu as complètement raison. Donc, je pense que le débat, d'abord, il est voilà. Après, on a fait une réunion publique quand on a parlé de la fermeture de l'épicerie, et ça, beaucoup de gens se sont déplacés Non, mais parce que ça préoccupe les habitants. Je parle d'une façon générale. Est-ce que c'est le rôle de la commune qui fait les projets privés, la boulangerie, l'épicerie? Moi, je pense que c'est le rôle de la commune. D'ailleurs, ça a déjà été fait, parce qu'en fait, au niveau de l'épicerie, concrètement, si la commune a investi dans les murs, a fait un appartement, a retapé un appartement, c'est bien que nos prédécesseurs avaient pris en compte que c'était quand même le rôle de la commune d'assurer dans notre village une possibilité d'un commerce qui peut fonctionner avec des prix raisonnables par rapport donc, au fonds de commerce et au logement pour qu'on puisse avoir donc, une activité économique dans notre village. Quoi. Parce que, donc, moi, pour répondre à ta question, je pense que oui, c'est le rôle de la commune de veiller à pouvoir avoir dans notre village des commerces qui fonctionnent. Je pense que sur le plan de la légalité, l'avocat qu'on a aujourd'hui, ça ne rentre pas en nos corps obligatoirement, c'est vrai. Par contre, effectivement, sur le plan de la vie sociale d'un village, moi je pense aussi que c'est notre rôle d'essayer de faire en sorte que le dynamisme qui peut exister, et notamment autour des commerces, pas que, mais notamment autour des commerces, on puisse essayer de le porter au maximum, s'il n'y a pas effectivement de privés qui le prennent en charge. Alors, tu me parlais de la presse, etc. Je dirais que c'est une chose un peu plus différente. C'est pas un commerce essentiel. Pour compléter ta réflexion, Joël, donc ce qu'on a abordé et ce qu'on avait déjà vu au niveau de l'avocat et au niveau légal, c'est que si on a un repreneur privé, par exemple à l'épicerie c'est très clair, si on a un repreneur privé, on n'a pas concrètement, légalement, le droit de prendre position de nous et d'évincer une candidature sérieuse d'un privé. Par contre, à partir du moment où on a une seule épicerie dans le village, là, on a une possibilité légale d'intervenir pour assurer une pérennité et un commerce essentiel, parce qu'en fait l'épicerie c'est quand même un commerce essentiel, donc par rapport à un bureau de tabac, où là ça serait à mon avis pas considéré comme essentiel. Ils étaient ouverts pendant le confinement, ça fait ça. Oui, peut-être que après, entre le confinement et la légalité, il faut regarder. Mais concrètement, voilà, là nous, sur notre cas de figure, c'est-à-dire que l'épicerie, si, et à la limite, ça serait aussi notre souhait, hein, si quelqu'un revient et dit, nous on reprend, c'est un candidat sérieux comme on avait pensé au départ, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, la commune n'a pas assez missé dans ces projets. Je vais reformuler un propos parce que c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de projet, est-ce que le choix du projet par
rapport à la décision des projets que l'on veut mettre sur le calendrier. Un des projets, c'est de reprendre les commerces éventuellement qui ne fonctionneraient pas, quels qu'ils soient, ceux-là ou l'autre, peu importe. Ou alors, ce sont d'autres projets, c'est de l'évaluer en fait. Je pense que dans les projets que l'on avait, il n'y avait pas cela. Je suis d'accord avec toi, mais on est bien obligé de réagir. Déjà, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ça. Non, mais moi je te réponds, c'est que même si ce n'était pas dans nos projets, on ne pouvait pas le savoir à l'avance. Non, mais ça doit se débattre. Mais on va le débattre, notamment on va le débattre aussi au niveau du village, et après on prendra une décision au niveau du conseil municipal. De toute façon, on aura un débat entre nous, bien sûr. Là pour le moment, ce que je donne, c'est un petit peu des informations pour que les gens, les habitants, nos concitoyens, sachent quand même qu'on ne reste pas les bras croisés en attendant qu'un repreneur de fonds de commerce arrive. C'est-à-dire que malgré tout, on anticipe. Maintenant, si on a quelqu'un qui reprend, tant mieux, et qui puisse assurer donc une épicerie agréable et qui fonctionne bien au niveau du village, pas de souci. Par contre, au cas par cas, même si ce n'était pas un projet qui était avant, ce projet-là, maintenant, nous tombe dessus, enfin, ce cas de figure nous tombe dessus, et il faudra bien que, de toute façon, on essaye d'anticiper et de répondre. Et légalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de repreneur, et si on n'est pas obligé d'attendre que ça ferme, on peut essayer de trouver des solutions à ce moment-là pour essayer de pérenniser ce commerce. Il y a aussi deux choses différentes. Il faut bien distinguer. Il y a une différence entre intervenir pour débloquer une situation. Par exemple, ce qui avait été fait pour l'épicerie il y a quelques années, où on rachète le bâtiment, on l'aménage, on réaménage, et puis ensuite on cherche un repreneur pour fonds de commerce dans une situation qui est peut-être plus débloquée. Et puis il y a une différence entre se substituer, c'est-à-dire, par exemple, l'épicerie, elle va être gérée par la commune, littéralement. Oui, je ne sais pas que c'est exactement ça, hein, mais je suis dans la tête pour débloquer une situation. Par exemple, la question de la boulangerie, effectivement, si on la rachetait, on la remettait en état, et ensuite on la remettait à location, c'est pas la mairie qui s'occupe de la boulangerie, elle serait propriétaire des murs, comme le Vival, hein, mais elle est propriétaire, et il y a un bail commercial qui fait avec un boulanger, et puis un bail plus classique pour le logement. Non, complètement. Voilà. Complètement raison. C'est deux choses différentes. Et l'intervention, elle est possible, elle est tout à fait possible. C'est quelque chose qui se fait assez couramment. La substitution, au début, on appelle aussi substitution, mais là, c'est déjà plus. On va plus loin. Là. Je suis complètement d'accord avec toi, mais par contre, justement, si on commence à aller sur des solutions autres, c'est qu'il faut quand même prendre en considération que l'épicerie dans notre village on ne peut pas sortir 2 salaires. Et le temps de travail et l'énergie pour qu'elle soit ouverte sur des horaires d'amplitude quand même assez longs, et par rapport au travail que ça représente, les personnes qui prennent ce fonds de commerce s'épuisent. Et c'est pour ça qu'on a un turnover quand même assez important par rapport à ça. Donc c'est pour ça que ces solutions autres qu'on va essayer d'aborder avec l'avocate pour trouver la meilleure solution, c'est des solutions qui sont maintenant mises en place. Alors, tu as raison, c'est assez nouveau, mais ça permet de répondre à un besoin quand même de tenir un commerce de proximité dans le village, et parce que sinon, concrètement, ces commerces ne pourront pas continuer à vivre. Et donc, suite au Covid, on a reçu beaucoup de gens qui ont pris aussi, qui se rendent compte que de se tuer au travail, c'est pas ça la vie, parce qu'on voit ce qui se passe dans les restaurants, les serveurs et tout ça. Donc, les gens qui acceptent de faire énormément de travail dans les journées, dans les semaines, les gens sont de plus en plus rares à vouloir faire ça. Et donc, il faut peut-être regarder, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de réfléchir, de travailler avec tout le monde, avec le village, avec le conseil, avec tous les gens extérieurs qui pourront nous apporter des conseils pour essayer de trouver une solution. Mais ce soir, je pense que ce n'est pas la peine d'aller carrément dans un débat, c'était plus pour informer les habitants d'Orgade qu'on n'était pas les bras croisés et qu'on réfléchissait à trouver des solutions. Voilà. Donc on a fait dans nos recherches, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est quelque chose qui semble assez partagé dans beaucoup de communes rurales qui perdent leur commerce. Il y a, par exemple, sur Internet, si vous l'avez voir, il y a un système qui s'appelle Mon Épi. Effectivement, ce sont des initiatives collectives, privées, parfois souvent même associées avec les municipalités concernées, qui créent effectivement
des succès d'année un petit peu de commerce, là où ça n'existe plus. Il y a des choses qui se développent comme ça, notamment dans les villages qui perdent effectivement leur richesse commerciale. Donc on n'est pas les seuls confrontés à ce problème. C'est un souci qui est de plus en plus important. C'est un grand problème qui touche la ruralité en France. Voilà. Donc Coteau, par exemple, il prête gracieusement un local pour une asso Une épicerie participative à Montréal. Ça dure un an, puis après ils trouveront des solutions. Oui, c'est ça. Voilà, donc après je voulais aussi tenir au courant nos concitoyens pour la maison Saint-Martin. Donc c'est pareil, c'est un sujet qu'on a débattu nous en plénière, mais entre nous. Donc c'était quand même pour informer tout le monde que le diocèse de Lyon veut vendre cette maison Saint-Martin. Pour le moment, donc, nous on est en location, on la loue en fait depuis 1 an et demi, à peu près, bientôt 2 ans je pense, ça passe, le temps passe. Donc on a demandé une estimation des domaines, donc ça a été estimé pour une somme de 193 000 €. Et donc on a quand même déjà fait une petite négociation pour savoir sur quel prix réellement on pouvait s'entendre avec le diocèse en fait. Et la commune pourrait l'acquérir pour la somme de 195 000 €. C'est-à-dire que sur l'estimation de ce bâtiment par rapport au domaine, donc ils estiment, eux, ils en voulaient concrètement 240 000, et après échange, et donc peut-être de regarder une convention pour essayer de voir avec eux si on peut leur laisser une salle pour les entretiens, donc le curé doit faire de temps en temps avec les paroissiens, et éventuellement une salle chauffée pour répondre des messes, et pas très peu de messes en fait, mais des messes qui se déroulent avec un temps qui sera un peu trop froid. Et à ce moment-là, on peut arriver à peut-être à mettre une petite convention et à s'entendre sur un prix qui serait, somme toute, abordable. Et pas très onéreux par rapport au prix de l'immobilier en ce moment. Voilà. Donc ensuite, on a travaillé un petit peu aussi, on a pris des contacts avec des opérateurs immobiliers, au FEOR, et avec EPORA, donc on en avait parlé en plénière. Donc c'est un établissement public foncier qui travaille au cœur de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ils sont là pour mettre en place des stratégies foncières pour mobiliser et favoriser le développement durable et de remettre en place des friches, de reprendre tous les bâtiments pour essayer de trouver l'exploitation et les remettre en état. Voilà. Donc on peut avec eux, on en avait parlé en plénière également, prendre un cabinet conseil pour travailler le projet et pour réfléchir au devenir de ce bâtiment en fait. On a parlé peut-être des logements pour des personnes du 3e âge avec mixité, ou alors peut-être le touristique, des logements touristiques. Enfin voilà, on n'est pas pour le moment sur des choses définies complètement. Donc ce cabinet conseil avec Cora pourrait nous aider à trouver la meilleure solution pour ce bâtiment et d'apporter un plus dans notre village. Voilà. Et une dernière information quand même, par rapport à notre forêt. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'AGLO a un souhait d'agrandir son patrimoine forestier et donc a acheté dernièrement cette part dans une forêt privée, dans une coopérative, une forêt dans une coopérative forestière. Et donc on a échangé et il serait intéressé. Donc maintenant on a reçu un mail officiellement comme quoi il pourrait être intéressé pour nous racheter notre forêt communale qui est située sur Saint-Véran et Saint-Bénédictin. Voilà. Donc on avait abordé déjà le sujet entre nous, mais je voulais aussi qu'on puisse le mettre sur la place publique aujourd'hui. Voilà, donc là c'est pareil, donc on travaillera dans le même état d'esprit que pour les autres dossiers, c'est-à-dire avec réunion publique, échange avec la population, bien voir les avantages et les inconvénients, savoir pourquoi on le ferait, pourquoi on ne le ferait pas. Et c'est un sujet important, je pense que dans le village, il y a déjà un petit peu des gens qui sont déjà au courant de cette éventualité. Pour le moment, j'insiste sur le mot, c'est simplement une éventualité. On a un acheteur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue pas? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut pas se faire?
tout au moins, je pense que c'est important d'échanger avec la population et de voir les avantages et les inconvénients si cette transaction doit être faite. Voilà. Voilà un peu ces quatre informations, plus au niveau de l'aglo, que je voulais faire ce soir. Voilà, pour la maison Saint-Martin, tu as évoqué pendant la plénière un budget de 3,5 millions d'euros. C'est vraiment à la louche pour le moment. On attend, mais ça serait. Alors par contre, c'était à la louche. Concrètement, j'ai revu les personnes d'Ophéor, ça serait beaucoup moins important. Non, mais c'est ce que tu avais évoqué, donc oui. je préfère le dire. Et ce que je comprends, si je comprends bien, en fait, c'est que pour faire les projets ci-dessus, il faut vendre la forêt. C'est ce que tu dis à l'union. Non, moi je ne dis pas. Moi, en fait, je pense que le rôle d'un maire, c'est de mettre sur la table tout ce qu'on est au courant. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je siège à l'aglo, que je rencontre les personnes de l'aglo, ça ne serait pas logique de ma part de taire au niveau de notre commune cette éventualité qui est offerte par l'aglo. Maintenant, je suis bien clair, c'est pas moi qui décide, c'est d'abord on a un conseil municipal et on a des habitants à Ambières. Donc on a été élu aussi en partant sur le principe donc d'une représentation. Comment ? Non, d'une démocratie participative, ça veut dire qu'en fait, on va travailler avec les habitants sur tous ces sujets-là, de façon que la décision qu'on prendra au conseil municipal, ça sera une décision mûrement réfléchie par rapport au retour qu'on aura de nos concitoyens. Alors peut-être que dans ce cas-là, il ne faut pas mettre que ces projets-là. Il faut mettre d'autres projets qu'on avait évoqués au départ de la nature. Mais là, ils ne sont pas. Non, mais attention, là c'est des projets. Ça serait quand même bien de mettre. Non, mais je peux te parler. Oui. S'il te plaît, je te demande 2 secondes. Oui. Peut-être que sur les projets, ok, il y a l'épicerie, il y a la boulangerie, il y a la maison Saint-Martin, peut-être qu'il faut mettre aussi comme projet la Santo. Alors attends, on s'entend mal. On s'entend mal. Là, moi, pour le moment, je ne dis pas que ça, c'est des projets. Ça, c'est des informations sur des faits. C'est-à-dire que l'épicerie, concrètement, on en est là. La boulangerie, concrètement, on en est là. La maison Saint-Martin, on a une proposition qui tombe maintenant. Comme tu disais tout à l'heure, ce n'était pas un projet qu'on avait au départ. On ne pouvait pas le mettre en projet. À partir du moment où on ne savait pas qu'elle allait se vendre. Maintenant, je te rassure, on reste au niveau projet sur l'école, notre projet phare, notre projet où là, on est en train de travailler depuis déjà plusieurs années et qu'on veut mettre en place. Et on a aussi la place Martin de Magré qui est aussi notre projet. Donc là, pour le moment, je ne parlais pas de projet. J'ai simplement exposé des faits qui sont en train de se passer au niveau de notre village. Et maintenant, une proposition qu'on a par rapport à l'aglo. Maintenant, dans le débat, justement, on va regarder concrètement ce qu'on va pouvoir mettre en place. Et moi, je fais confiance à nos habitants, à nos concitoyens, pour venir échanger avec nous, venir dans des groupes de travail, et concrètement, on verra après quelle décision on prendra. Mais c'est clair de toute façon que si on va sur une décision de vente de la forêt, ça nous permettra bien sûr de faire déjà nos projets qu'on a mis en avant depuis le début, c'est-à-dire l'école, la place Martin de Magré pour laquelle on a déjà travaillé, et après, peut-être aussi de pouvoir résoudre quelques soucis qu'on a par rapport à notre économie dans notre village et que ça sera difficile de les faire avec notre budget actuel. En clair, tu es en train de nous dire que l'école, sans la forêt, on ne peut pas le faire. Pas du tout. J'ai pas dit ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'on a un problème de compréhension tous les deux. Alors, j'espère que j'ai pas le même problème avec tout le monde, parce que je n'ai jamais formulé que l'école dépendait de cette éventualité de la forêt. Mais par contre, ce que je peux dire tout de suite ce soir, c'est que de toute façon, l'école, on a bien dit haut et fort avec Marie-Nicole qu'on fera l'école, mais si on a de l'argent, il faudra bien aller le chercher de toute façon quelque part, et on ira le chercher sur d'autres façons de le faire. Notamment, ça fait quand même déjà 2 ans, et on ne fait pas l'unanimité au niveau de notre conseil municipal, sur les taxes foncières sur le bâti. Parce que concrètement, c'est aussi une façon d'aller chercher l'argent pour faire ce qu'on a à faire, notamment l'école. Et c'est sûr que, voilà, ça c'est une solution qu'on a et qu'on applique déjà depuis 2 ans. On peut continuer à l'appliquer, on essaiera de trouver des financements ailleurs, mais de toute façon, on ne va pas se masquer les yeux. On a un gros problème sur notre budget
pour mettre en place, ne serait-ce déjà, nos projets qu'on a depuis le début, et d'autant plus pour essayer de résoudre des problèmes qui nous tombent dessus actuellement. Voilà. Mais bon, moi ce soir, on peut débattre, il n'y a pas de souci, mais je pense que le débat, c'est avec la population qu'il faut le faire. Et on a un projet pour financer, il y a un souci pour financer tous ces projets parce que la commune est particulièrement endettée. Voilà. L'endettement s'est fait à un moment où il y avait encore l'eau qui était gérée par la commune sur des montants qui étaient importants. Et maintenant, le taux d'endettement sans ça nous limite fortement. Il y a une phrase que Pascal a dit tout à l'heure par rapport à la forêt. Il a dit il faudra savoir pourquoi on le fait. Et là, je te rejoins, effectivement. Il ne s'agit pas de vendre la forêt pour vendre la forêt. Il s'agirait effectivement de savoir pourquoi on le fait. Et pourquoi on le fait, ben, c'est quelque chose qui reste à construire. Et c'est une décision importante qui peut être prise en concertation avec la population. Tu veux faire quoi, un référendum, alors, c'est ça? Peut-être, je sais pas, peut-être, je sais pas. Ça peut être déjà une réunion publique pour que les gens, qu'on ait au moins des personnes qui viennent exposer pour pouvoir et qu'on puisse échanger avec eux. Imagine si la réunion publique, il y a 100 personnes. On n'en est pas là, Dominique, on ne va pas extrapoler. Non, il faut quand même, je pense qu'il faut quand même fixer les règles. Pourquoi pas? Il faut quand même fixer les règles dès le départ d'une consultation de la population. Parce que, excuse-moi, la vocation d'un conseil municipal et d'une élection, c'est aussi de donner une représentation aux conseillers, quels qu'ils soient, et de représenter la population. Donc, le vote d'un conseil municipal peut délibérer justement pour ce genre de point. Et de toute façon, les mettre au regard de la population, pourquoi pas? Mais il faut fixer une règle, sinon tu risques de te retrouver avec une décision liée à cette personne. Il n'y aura pas de valeur. La décision même si tu fais un référendum, tu n'es pas sûr d'avoir une grande majorité de votants. Voilà. Quelle est la valeur? On est en train d'extrapoler quand même, on n'en est pas là. Dans un premier temps, faisons une réunion publique. Je fais confiance à la population, mais sur les bases. Pour déjà débattre. Dans un premier temps, on n'aura peut-être pas besoin d'aller là. Et après, je fais confiance au conseil municipal pour prendre une décision. Je reviens sur la partie projet. Dans les projets qui étaient prévus pour le cadre de la nature, il y avait quand même la place en dessous qui nous semble, pour les intervenants, un projet central pour tout le village. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle que les commerces ont du mal à être actifs, parce qu'on a une place en dessous qui est dégueulasse, excusez-moi le terme, qui n'est pas valorisée, qui ne valorise pas le structure du village. Et ça on en fait, c'est jeté aux oubliettes. Moi, je pense que pas dans du le projet, c'est pas là. C'est pas parce que j'en ai pas parlé ce soir. Je t'ai dit concrètement ce que j'ai exposé, c'était des faits. Si j'en ai pas parlé ce soir de la place Lancelot, je te rassure que la place Lancelot, pour moi aussi, comme pour toi, c'est une place qui n'est pas mise en valeur comme elle devrait être. Et dans notre village, c'est aussi, ça sera un atout important aussi pour notre village. Je n'ai pas parlé non plus de notre pré-candidature à l'UNESCO, qui est aussi quand même quelque chose d'important, qui n'était pas prévu dans nos projets d'avant, qu'on a maintenant et qu'on va mener aussi. Donc tout ça, c'est aussi des choses qu'il faut réfléchir, mettre en place et travailler. Mais la place Lancelot, moi je suis d'accord avec toi, si on arrive à avoir des finances beaucoup plus saines et qu'on peut investir plus dans notre village et plus rapidement, on ne va pas se gêner. On ne va pas se gêner. Il y a d'autres réflexions? Oui, je l'aurais dit aussi. Vas-y. Et je me demande qu'elles ne sont pas trop mal prises par rapport à l'actuel village, puisque je n'ai pas parlé d'article, donc j'avais demandé, j'avais remis l'article à juin la preuve. J'avais donné ton feu vert, Pascal, c'était fin novembre. Les personnes avaient dit, donc ça paraîtrait sur le site, sur le nouveau site internet. C'est jamais apparu. Pour dire qu'il y a quelques jours, un groupe par intermédiaire m'a interpellé pour savoir si effectivement cette mutuelle du village avait bien été créée. Oui, il y a 2 ans. Elle ne savait pas. Alors, est-ce qu'elle ne lit par la presse? Je ne sais pas. Donc, voilà, donc j'ai transmis l'information. Un deuxième groupe qui travaille m'a interpellé aussi par intermédiaire, et là, on voulait aussi des informations, et ce groupe a adhéré, sachant qu'il avait perdu, il n'était plus couvert par l'ancienne mutuelle. Voilà. Moi, ce que je demande, c'est qu'au moins l'article que je t'ai remis dernièrement, que tu avais validé il y a quelques mois, paraisse au moins sur le site internet,
que les habitants soient informés, effectivement, elle existe bien, et que l'information circule. Dominique, je vais te donner la réponse à ce conseil, la même réponse que je t'ai donnée verbalement quand on s'est rencontrés pour parler de ce sujet. Il y a eu un oubli, voilà, donc bon, ça, voilà, nul n'est parfait, on a fait concrètement, c'est ce que je t'ai dit là, entre deux yeux, entre nous. Donc, un oubli a été fait, on s'en excuse. C'est prévu, donc l'article, je l'ai de nouveau fait passer pour qu'il soit mis sur le site, donc ça va se faire très rapidement. Et concrètement, on pourra mettre sur le prochain bulletin, et là je te promets que les personnes qui ont oublié cette année, ils n'oublieront pas l'année prochaine, donc on aura cet article l'année prochaine sur le bulletin, et cette année, on peut encore réfléchir à communiquer. Je suis d'accord avec toi, il y a encore des gens qui ne sont pas au courant, et la communication c'est important, mais voilà, donc ne t'inquiète pas, on va tout faire pour essayer d'arranger, pour tout au moins mettre ça sur le site, et on pensera sur le prochain bulletin à mettre à ce moment-là un article sur la mutuelle du village. Très bien. Il y a d'autres questions et d'autres réflexions? Moi j'ai une petite inquiétude sur les normes de sécurité défense incendie, en fait, par rapport aux maisons qui n'ont pas l'autoréseau et donc pas de borne d'incendie. Avec un cheval d'accès difficile, donc c'est mon cas. Alors, mais savoir s'il y a aussi d'autres personnes. Parce qu'en fait, on a un étang, nous, là, pour l'instant, qui est presque vide. On a parlé, alors, excuse-moi Julie, on a juste parlé, on était en commission urbanisme juste avant le conseil municipal, et on a parlé justement de votre projet, donc de votre permis de construire, et de l'inconvénient, du souci qu'on avait au niveau du SDIS par rapport aux normes incendie. Donc, j'ai fait part au niveau de la commission avec Bertrand, donc de l'engagement et du mail qu'on a reçu de votre part, de Alexis et toi, par rapport à essayer d'arranger le chemin pour le rendre accessible donc, au niveau de votre retenue d'eau. On a échangé aussi avec Alexis sur une possibilité, il m'a dit qu'il y avait aussi une retenue d'eau sur un terrain entre M. Montaner et Olivia, où là c'est pour le moment inaccessible, et qu'on pourrait peut-être réfléchir, regarder au niveau des coûts si ça pouvait trouver un arrangement, et voilà, on va essayer de travailler. Après, je vais laisser la parole à Joël, parce que en fait, sur la protection incendie, c'est pas que je veux te rassurer, parce que justement, il y a beaucoup de cas où pour le moment, on n'est pas complètement dans les clous, et on a prévu au niveau, donc peut-être encore pas au niveau du conseil, on a prévu une somme de mettre tous les ans pour justement cette accessibilité et de rentrer dans les normes au niveau de toutes les habitations du village, mais il y en a pour beaucoup d'argent. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, alors on devra demander la levée de réseau sur la Non, mais l'accord de réseau, pour vous, ça va résoudre sur votre quartier, mais ça ne va pas nous résoudre la totalité de tous les secteurs. Juste pour dire, avant que Joël s'exprime, on se trouve à la Feuillade dans la même situation. Donc, on verrait en juin, donc on verra en septembre. Effectivement, il n'est pas possible d'installer une borne incendie à la Feuillade, mais par contre, il y a une possibilité peut-être de créer un bassin, de récupérer l'eau qui existe déjà dans un bassin privé. Donc c'est votre cas là-haut, mais après il faut voir les conditions d'accessibilité. Et ça se détermine avec le SDIS, avec les pompiers. Alors peut-être pour être complet sur le dossier rapidement, effectivement il y a un audit qui a été réalisé par la Vanesse de l'eau il y a environ 4 ans de cela, qui a donné un bilan qui montre qu'il y a 40 points en bien qui ne sont pas couverts par une défense incendie ou pas par une défense incendie digne de ce nom. Et parmi les 40 points, il y a des points qui servent un grand nombre de maisons. Oui, par exemple, c'est pas une maison unique, 40 points. Chez Dominique, il y a une cinquantaine d'habitations qui ne sont pas desservies. Et ces 40 points ont été chiffrés à l'époque par la Vanesse de l'eau en termes de coûts. On arrive globalement, si on faisait tout d'un coup, à un peu plus de 400 000 € au jour d'aujourd'hui, sans les surprises. Parce qu'effectivement, il y a des... Pardon ? Ça a été chiffré il y a 4 ans. Ça a été chiffré il y a 4 ans, et je dis bien sans les surprises, parce qu'il y a des lieux où peut-être effectivement ce qui a été prévu sur le papier ne peut pas convenir. Exemple, vers chez toi, il y a effectivement des conduites qui suffiraient, mais entre ces deux conduites, il faudrait refaire... le diamètre des tuyaux n'est pas suffisant. Le diamètre des tuyaux n'est pas suffisant, donc il y aurait des travaux à entreprendre. Et les diamètres des tuyaux à changer, c'est un coût colossal, quoi.
Rouen Aglo ne peut pas à ce moment-là. Non, c'est nous qui payons. Ça, c'est à la charge de la commune maintenant. La défense incendie, c'est à notre charge. À ça, je Par passe. contre, par rapport à ce que met en avant Julie, c'est qu'il faudra quand même. Alors là, par contre, ça peut quand même toucher Rouen Aglo, parce que Rouen Aglo, donc il faut quand même que toutes les habitations soient alimentées en eau. Pour le moment, il y a des sources, mais avec les conditions climatiques qu'on a de plus en plus, on va peut-être aller sur des soucis où concrètement les maisons qui pour le moment assurent leur indépendance, enfin, et ont le par rapport à des sources. Si dans quelques temps ils ne les ont pas, il faudra bien quand même qu'on trouve des solutions. Et à ce moment-là, on aura peut-être plus d'arguments et de possibilités pour voir avec la Rouennaise de l'eau et Rouen Aglo pour intervenir et à ce moment-là mettre en place une conduite d'eau qui irait vous desservir vous dans le quartier là-bas. Donc bon, voilà, c'est pas, il faut savoir que c'est pas. Je ne veux pas te dire qu'on ne va rien faire et que c'est non, mais concrètement, on peut essayer de commencer à échanger et voir ce qu'on peut faire, mais pour le moment c'est à la charge de la commune. Il faut voir si après on peut mettre ça dans la balance pour dire à la Rouennaise que de toute façon, à brève échéance, il y aura un souci et qu'en même temps ça va résoudre notre problème d'incendie, donc on pourrait peut-être trouver un moyen de travailler ensemble pour essayer de résoudre les deux problèmes en même temps. Combien d'habitants n'a pas d'eau? Il y a encore quelques-uns, enfin j'avoue que moi c'est un dossier que je découvre un peu, mais il y a donc là-bas, vous, chez monsieur et madame Couton, il y a Pierre-Philippe. Ouais, il y a pas mal. Renaud aussi. On a fait la demande, on a tous fait la demande. Oui, alors vous êtes particulier, mais il y a d'autres secteurs. Après, Vera, qui a fait la demande en même temps. Il y a aussi, il n'y a pas de. Mais il y a c'est combien de familles? Les Renault, j'appelle ça. Ah si, il y a déjà ça. Si. Mais bon, c'est une bonne réflexion, Tiffany. Il faut concrètement qu'on répertorie toutes les personnes là, qui sont encore qui sont pas au réseau et qu'on échange avec la Rouennaise et qu'on essaie de voir concrètement ce qui peut être envisagé de faire avec des échéances, même si c'est des échéances qui ne sont pas très proches, mais au moins qu'il y a un travail de fait pour résoudre ça dans l'avenir. Parce que nous, ce qu'on nous avait répondu à l'ancienne mairie, c'était qu'on était au courant sur notre acte notarié, c'était marqué qu'on n'avait pas du réseau, qu'on était au courant. Oui, ça c'est les réalités. Mais après, c'est comment tirer une conduite depuis le château d'eau jusqu'à chez vous. Au niveau de la Rouennaise de l'eau, c'est pas gagné parce que c'est. Non, c'est Charmette. Oui, je sais pas. Les Charmettes, Plusieurs centaines de milliers d'euros et c'est pas gagné. mais bon, tu as raison d'aborder ce sujet et c'est un sujet qu'il faut déjà répertorier de façon qu'on ait une analyse vraiment proche de tout ça. Bertrand. Un autre point. Alors, au sujet d'échange de terrain pour un chemin qui est dédié, donc on l'a évoqué l'année dernière, on avait dit qu'il fallait une enquête publique. La loi a changé au début de l'année. Quand c'est juste un échange de terrain pour dédier un chemin, on peut le faire simplement par une consultation publique. Donc la consultation publique pour l'échange de terrain au Bois Blanc est en route depuis aujourd'hui pour un mois. Donc il y a un dossier en mairie consultable par tout le monde. Publication, donc pour que tout le monde soit au courant. Une publication par affichage Officiel sur le site. Et à partir de là, on pourra effectivement procéder à ça. Donc ça permettra d'avoir une régularisation qui sera moins onéreuse et pour la commune et pour nous. D'autres points? Bon, on va clôturer la séance.